Nous sommes le 18 juillet 1973 dans la ville de Mississauga, à côté de Toronto, en Ontario. Peter Demeter, de 40 ans, rentre de faire quelques courses avec des amis. Dehors, il fait sombre, mais on est une soirée du mois de juillet, donc il fait jamais noir à 100% dehors. Peter est dans sa voiture, il regarde sa montre, il constate qu'il est 21h45, donc il arrive juste à temps pour le café de fin de soirée. Comme à l'habitude, sans trop penser, il prend la petite télécommande dans sa voiture pour ouvrir les portes du garage qui s'ouvrent tranquillement, lentement, comme des rideaux de théâtre avant le premier acte d'une pièce. Le plancher du garage, qui est normalement jaune, est maintenant rendu rouge vif. Et là, Peter, il crie « Oh my God !» parce qu'il y a du sang qui coule jusqu'à ses pieds. C'est vraiment comme un film d'horreur de type slasher. Et là, il voit sa femme, Christine Demeter, de 33 ans, qui est couchée sur le sol, sans vie. Elle a été assassinée. Allô Internet! Aujourd'hui, je vais vous parler du meurtre que je dirais irrésolu de Christine Demeter qui a eu lieu en 1973. C'est pas une histoire super connue, là. Je suis pas mal sûre que la plupart d'entre vous ne connaissent pas cette histoire, mais à l'époque, ça avait fait les manchettes là, au niveau international. Mes sources proviennent de ce livre, by Persons Unknown. Ben là, c'est The Strange Death of Christine Demeter, by George Jonas and Barbara Amiel. Fun fact, c'est un avocat criminaliste qui me l'a recommandé, ce livre. Je l'avais rencontré dans le cadre d'un tournage et c'était l'avocat de Kelly Whittier. Ça avait été l'avocat de Kelly Whittier dans l'affaire de Nathalie Champigny. Bref, c'est lui qui m'a recommandé ce livre. Je l'ai tout de suite acheté. Je l'ai beaucoup aimé, mais c'est très vieux. Je sais pas vraiment où il se vend. T'sais, je pense pas qu'il se vend neuf. Il faut vraiment l'acheter usagé si ça vous intéresse. Je vais quand même vérifier, là, mais je vais mettre un lien Amazon dans la barre d'infos pour l'acheter en usagé. L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui est complexe, vraiment complexe, parce que premièrement, ça implique la communauté hongroise au Canada, donc il y a beaucoup de trucs qui ont été dits, des citations importantes qui sont traduites comme de l'hongrois à l'anglais, qui moi ensuite j'ai traduit en français. Sinon, il y a beaucoup de noms hongrois dans la vidéo, des personnages importants de l'affaire qui, ben ça se ressemble d'un nom à l'autre quand même. Sinon, ça parle quand même du crime organisé, qui est pas un sujet dont je vais parler normalement, là, c'est pas le genre de true crime que je fais, le crime organisé, mais vous allez voir que dans ce contexte-ci, quand on comprend bien tous les rouages de cette histoire-là, ça devient super intéressant. Bref, tout ça pour vous dire que c'est le genre de vidéo qu'il faut quand même regarder de manière concentrée ou écouter, là, si vous m'écoutez en podcast. Ouais, mettons, en faisant la vaisselle, en parlant à quelqu'un d'autre, en lisant, tu sais, c'est peut-être pas le genre de vidéo que vous allez aimer suivre si vous êtes pas concentré à 100%, fait que je vous mets en garde. Mais je vais vraiment essayer d'expliquer toute cette affaire du mieux que je peux, de manière claire et concise, comme moi, j'ai pu la comprendre, parce que même moi, en lisant mes différentes sources sur le sujet, j'ai trouvé ça quand même compliqué de tout comprendre. Fait que j'essaie de vous l'expliquer le mieux possible. Aussi, j'ai trouvé, c'est un très bon livre, là, mais que ça parle beaucoup du meurtre, des coupables, de l'enquête, des preuves, du procès, dont on va parler de long en large, mais ça parle très peu de la victime. Puis souvent, dans des grosses affaires médiatisées, on en vient à oublier justement la victime, puis on va plus parler des preuves puis de l'enquête. Fait que je vais essayer de lui donner une place dans ma vidéo le plus possible. Dernière affaire, c'est une histoire qui est quand même vieille, mais je trouve pas tant que ça, les années 70, là, c'est pas si vieux. Mais j'ai eu de la difficulté à trouver moi-même là, des photos, des archives. Fait que désolée à mon monteur, Seb, ça va peut-être être difficile pour lui de trouver justement des archives, mais je suis sûre que la vidéo va être vraiment intéressante quand même. Et
et interactive. Là. Fait qu'on passe très vite à la vidéo, mais avant, on va juste entendre un petit mot de notre sponsor d'aujourd'hui. Donc, je vais prendre le temps de remercier le sponsor de cette vidéo qui est NordVPN. Donc, saviez-vous que la mission de NordVPN est d'améliorer l'expérience de chacun sur Internet? Grâce à NordVPN, il ne devrait plus y avoir de menaces en ligne, de censure ou de surveillance. Je fais affaire avec NordVPN depuis un bon moment déjà parce que hey, c'est le VPN le plus rapide sur la planète. C'est sûr que je m'en sers pour protéger mes données, mes informations personnelles, parce que c'est super important. Mais en plus, je trouve ça cool parce que je peux m'en servir quand je voyage pour le travail ou pour le plaisir. NordVPN va vraiment être un de mes gros outils de voyage. Là. Au moment où je vous parle, je viens d'arriver de Paris. Je me suis servi de NordVPN pour écouter Survivor en voyage. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment pratique parce que oui, même quand je voyage, j'écoute des émissions. C'est vraiment mon genre, là. Fait que j'ai écouté Survivor, puis ça se fait en 2 clics, là. C'est ça qui est cool. En plus de ça, vous pouvez vous connecter sur jusqu'à 6 appareils, donc vos téléphones, iPad, télévision, ordinateur portable, ordinateur de bureau. Donc, vous payez juste une fois puis vous l'avez sur tous vos appareils. En plus de ça, la compagnie offre un service client 7 jours sur 7 et une garantie de 30 jours. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé. En ce moment, NordVPN offre une promotion pour tous mes abonnés. Donc, si vous prenez l'abonnement de 2 ans, vous obtiendrez 4 mois supplémentaires gratuits ainsi qu'un rabais énorme. Vous n'avez qu'à utiliser le code promo ou à cliquer sur le lien dans la barre de description. Profitez-en car c'est une offre limitée. Et maintenant, passons à la vidéo. This is not a test. Avant de commencer, j'aimerais vous peindre un portrait de nos protagonistes, entre guillemets, donc Christine et Peter Demeter, qui se sont rencontrés en février 1967 et presque immédiatement, ils sont devenus un couple. Mais avant ça, je veux quand même vous en parler de manière individuelle parce que chacun d'eux ont un parcours de vie très intéressant et dans le livre, justement, les auteurs en parlent de long en large. Je vais pas trop aller en profondeur comme eux, mais je veux quand même vous en parler un petit peu pour qu'on connaisse c'est qui les personnages importants de cette affaire. Donc, commençons par Peter Demeter, qui est né en avril 1933. Il avait donc 40 ans au moment des faits. Et Peter a vraiment vécu la Seconde Guerre mondiale. Il avait 12 ans au moment des faits. Il vivait en Hongrie et pendant plusieurs jours, là, il avait dû vivre dans un genre de bunker où il a vu son père mourir devant ses yeux. Il a aussi dû assister à des meurtres et des viols de femmes et des enfants par des soldats. Donc, comme plusieurs enfants qui ont vécu la guerre, ça a été extrêmement difficile pour lui et on peut être persuadé que ça lui a causé des traumatismes dans sa vie adulte. Je vais avancer dans le temps, mais à l'âge de 23 ans, il a décidé de déménager au Canada car il connaissait plusieurs amis de sa famille qui vivaient déjà là, puis il voulait comme rebâtir une nouvelle vie, puis il trouvait que le Canada, c'était une belle place pour commencer. D'ailleurs, la première ville qu'il a connue, c'était la ville de Québec. Il est arrivé là au port par bateau. Il avait juste 8 $ dans ses poches et il s'est rendu à Toronto pour commencer sa vie, justement. On peut dire qu'il a vraiment commencé au bas de l'échelle. Il travaillait à 75 sous de l'heure, il vendait des voitures usagées. Puis ça lui permettait d'apprendre l'anglais parce qu'il partait vraiment de zéro. Après avoir réussi à économiser un petit peu d'argent, il a suivi un cours pour obtenir sa licence de courtier immobilier. Et grâce à quelques contacts, il a réussi à vendre ses premières maisons à d'autres Hongrois qu'il connaissait. Donc, on peut vraiment dire qu'il a roulé sa bosse les soirs et fins de semaine. Il conduisait des taxis pour ramasser un peu plus d'argent et continuer à perfectionner son anglais. Finalement, en 1962, à l'âge de 29 ans, il a parti sa propre compagnie, Eden Gardens Limited, une compagnie immobilière. Puis c'est là qu'il a commencé à vraiment faire un bon salaire.
En 1965, alors qu'il avait 32 ans, lors d'un voyage à Vienne, Peter a rencontré une femme du nom de Marina Hunt. Puis je vous en parle parce qu'elle va vraiment venir jouer un rôle semi-important dans le reste de l'histoire. Et ça a vraiment été le coup de foudre parce que la deuxième fois qu'il l'a vue, Peter a demandé Marina en mariage. Ça faisait juste 2 fois qu'ils se voyaient. Lui, il avait 32 ans et elle venait tout juste d'avoir 20 ans. Bon, elle n'a pas accepté, mais ils ont quand même continué à se fréquenter parce que, ben, faut le dire, Peter Demeter, c'était un homme qui était très charmant, il était assez grand, il était imposant, il prenait de la place, il parlait fort. Bref, ce genre de personnalité peut vraiment charmer du monde. Mais malgré leur relation passionnée et leurs nombreuses lettres échangées, Marina finit par tomber amoureuse d'un autre homme, ce qui évidemment est vraiment venu frustrer Peter. Un mois plus tard, Peter demandait à un de ses amis de lui présenter une autre femme, une femme qu'il avait déjà croisée au théâtre, une femme magnifique du nom de Christine Ferrari. Justement, parlons-en de Christine. Elle est née en 1940 en Autriche. Assez jeune, Christine s'est mariée avec un homme. Ils ont même eu un enfant ensemble, mais ça allait pas vraiment bien. Et Christine avait à peine 17 ans. Puis ils se disputaient beaucoup. Ils ont fini par divorcer. L'homme est parti avec l'enfant et ils ont juste vraiment coupé les ponts. Christine était vraiment une belle femme qui cochait un peu tous les standards de beauté, là. C'était une femme qui était grande, elle était très mince, elle avait des belles formes, elle avait un beau visage, des beaux cheveux blonds. Vraiment, elle attirait les regards. Son apparence aussi va lui servir parce qu'elle a eu une brève carrière de mannequin. Il faut dire par contre, oui, elle a fait quelques contrats de mannequinat ici et là, mais sa carrière n'a jamais atteint les sommets que Christine aurait rêvé. Quand elle a rencontré Peter, justement en 1967, Christine avait 27 ans. Elle était déjà fiancée à un autre homme, mais Peter a comme volé son cœur, puis c'était vraiment plus son genre à elle. Malgré que l'autre gars, ben, il est un peu dans son domaine, là, c'est un producteur de films, mais Peter, il l'a tout de suite comme impressionné. La journée après leur rencontre, Peter a amené Christine dans un château qui appartenait à son ami. Ils ont passé la journée à nager dans la piscine. Quelques jours plus tard, il l'a amené en voyage aux îles Canaries. Et autant que Christine était impressionnée par Peter, ben lui, il était impressionné par Christine qui parlait parfaitement l'anglais, l'allemand, l'italien et le français. Peter, lui, de son côté, parlait allemand, hongrois et anglais, mais apparemment, bon, les gens qui le connaissent, ils vont dire qu'il parle pas bien dans aucune des langues. Je crois que sous toute apparence, le couple de Christine et Peter allait bien, mais ça, c'est ce qu'il montrait, l'image qu'il montrait. Peter, il aimait sa femme, il aimait la parader, il aimait l'amener dans des soupers pour montrer à quel point elle est belle. Et il prenait beaucoup de place, c'est un homme imposant. Et Christine, quand elle était avec lui, elle se faisait plus discrète, donc elle lui donnait la place qu'il aimait prendre. Je pense que de ce côté-là, le match allait assez bien. Mais d'autres proches du couple disent qu'en fait, ces deux-là, c'était le pire match. Mais ça n'a pas d'importance parce que les deux ont fini par se fiancer et Christine a déménagé à Toronto pour suivre Peter. Par contre, les deux étaient même pas encore mariés que Christine se plaignait déjà de sa relation avec Peter. C'est arrivé à une reprise qu'elle a montré à une connaissance du couple, un ami du couple, qu'elle avait plein de bleus sur le corps et elle avait dit que c'était à cause que Peter l'avait battue. Et la femme à qui elle s'était confiée, elle avait tellement été inquiète qu'elle avait dit à Christine, regarde, va-t'en, genre, pars de cette relation, il est pas trop tard. Tu peux même venir vivre chez nous, on va t'aider à retourner dans ton pays. Mais il n'y a rien de tout ça qui a été fait. Christine ne voulait pas quitter Peter. Le couple s'est éventuellement marié en novembre 1967 au Palais de justice de Toronto. Mais malheureusement, plus le temps avançait, plus la relation évoluait, plus Peter devenait possessif et jaloux. Il suspectait littéralement tout le monde, tous les hommes autour d'eux, d'avoir une relation avec Christine, genre le commis à l'épicerie, le sauveteur de la piscine. Il pensait tout le temps, il était persuadé que Christine le trompait avec d'autres hommes. Au printemps 1970, Christine et Peter ont eu un enfant, leur premier enfant et leur seul enfant qu'ils vont avoir ensemble. Une belle petite fille qu'ils ont nommée Andrea, en l'honneur du père de Peter qui s'appelait Andrew. Le couple était vraiment aux anges et même que Peter
pour remercier Christine de lui avoir donné cet enfant. Il lui a acheté une nouvelle Mercedes. Le couple a aussi adopté un chien, un Cocker Spaniel, qui est vite devenu l'amour de la vie de Peter. Ils l'ont appelé Beelzebub et il suivait Peter partout. En 1973, au moment des faits, Christine et Peter vivaient dans une belle maison dans la ville de Mississauga, qui est la ville voisine là, de Toronto. C'est juste à 15 minutes de la métropole. Ils venaient tout juste d'acheter une maison que Christine convoitait depuis longtemps. C'était une maison qui était dans un cul-de-sac. Il y avait une belle piscine creusée. Il y avait un garage double. C'était quand même une maison luxueuse. Quand je la regardais, j'étais comme « Ah, je m'attendais à ce qu'elle soit plus grosse. » Parce qu'on nous parle de Peter comme d'un millionnaire. Mais pour Mississauga, près de Toronto, cette maison aujourd'hui vaudrait des millions de dollars. Mais c'est sûr qu'à l'époque, la maison valait quand même cher. Et ça a été quand même un sacrifice là, pour Peter d'acheter cette maison, mais il voulait vraiment rendre sa femme heureuse. Justement, la question de l'argent était quand même importante dans le couple et c'était le sujet de plusieurs de leurs disputes, là, comme dans plusieurs couples, malheureusement. Christine, elle ne travaillait pas, donc elle dépendait de Peter pour vivre, pour acheter des trucs. Et Peter, qui était très très riche, était quand même de nature plus économe, donc il aimait pas voir les gens dépenser de leur argent dans des trucs qu'il jugeait futiles. Donc, pour vous donner des chiffres, là, on parle quand même de 1973, mais Peter donnait 240 $ par mois à sa femme, plus 600 $ pour les dépenses de la maison. Mais c'est lui qui payait le reste, donc il payait l'hypothèque, les services et la femme de ménage. Elle recevait 600 $ pour, j'imagine, faire les courses pour la maison et 260 $ pour ses dépenses à elle, ce qui, on pourrait juger que c'est pas tant que ça, mais encore là, on se rappelle que c'est 1973, c'est assez différent. Mais Peter, il comprenait pas ce que Christine faisait avec son argent. C'est comme si ça lui coulait dans les mains parce qu'elle avait jamais d'argent sur elle. À ce point, il était tellement écœuré et un peu contrôlant, je dirais, là, qu'il demandait à sa femme de lui fournir des reçus de tout ce qu'elle achetait pour la maison. Et ça me fait rire. Après la mort de Christine, il a comme découvert qu'elle attrapait des reçus par terre dans le supermarché pour donner à son mari. Fait que c'était pas vraiment vrai qu'elle dépensait son argent dans ces choses-là. Donc maintenant, nous connaissons le contexte, nous connaissons un peu les deux personnages, puis j'aime pas ça dire personnages, là, mais je trouve les acteurs, les protagonistes de l'histoire. Là, on va passer aux événements tragiques. Le mercredi 18 juillet 1973, c'était une journée chaude de l'été. Le matin, Peter et Christine se sont réveillés et selon les dires de Peter, ils ont fait l'amour ce matin-là. C'était pas passionné et intense, c'était plutôt, disons, routinier, silencieux, rapide. Mais ça, Christine était habituée puisque depuis la naissance de son enfant de 3 ans, Peter ne l'avait pas embrassé une seule fois. Un truc qui est très important de mentionner, c'est que cette journée-là, ou plutôt dans cette semaine-là, Christine et Peter n'étaient pas seuls à la maison. En fait, ils avaient de la visite, soit des amis de Peter qui étaient venus rester quelques jours à la maison. Donc, pour vous nommer des noms, il y avait la docteure Sybil Brewer et ses 2 nièces adolescentes qui venaient de l'Allemagne, donc Katia et Cilia. Et en plus de ça, il y avait 2 amies des nièces, donc une amie canadienne des 2 adolescentes, puis il y avait Viveka de 16 ans, qui était la fille d'un cousin éloigné de Peter. Donc, il y avait beaucoup de monde dans la maison et beaucoup d'adolescentes, finalement, qui n'avaient pas vraiment de lien avec Christine. Puis c'était même pas vraiment des amis de Peter, tu sais, c'était les nièces de l'ami de Peter, il y avait la nièce de Peter, mais tu sais, c'est... Bref, mais apparemment que c'est vraiment culturel, hongrois, autrichien, de recevoir de la visite chez toi, mais je vais en parler plus tard, de toute façon. On sait qu'à 9h le matin, les adolescentes jouaient dans la piscine pendant que Christine préparait le petit déjeuner. Et à 11h le matin, Peter a comme réuni tout le monde pour leur dire le plan de la journée. Peter, lui, avait des courses à faire, donc il avait demandé à sa nièce Viveka de 16 ans de l'accompagner. Il voulait comme qu'elle la suive durant toute la journée. Je pense qu'ils étaient relativement proches. Sinon, Sybil et ses deux nièces à elle
voulait acheter des mocassins. Je sais pas trop, mais il voulait comme les ramener en Allemagne, donc il avait prévu aller faire des courses pour acheter les mocassins. Et Christine, elle voulait passer la journée à se prélasser au soleil et jouer dans l'eau avec sa fille Andrea. Et en fait, la piscine, c'est pas mal rempli de monde cette journée-là. Il y avait Christine, il y avait sa fille Andrea, il y avait le voisin David de 57 ans, ainsi que 3 autres fillettes qui vivaient dans la rue, des petites filles grecques. C'est pas important là, de dire que c'est des filles grecques, mais je vais quand même dire que c'est les 3 petites grecques pour les différencier parce que ça fait beaucoup de jeunes filles là, qu'on connaît pas trop les noms de tout le monde, fait que les fillettes grecques, ok? Et Christine était vraiment de bonne humeur cette journée-là, elle était contente d'avoir de la visite avec elle à la piscine, elle avait même préparé des snacks puis des petits sandwichs pour tout le monde. Plus tard dans la journée, les 3 fillettes grecques sont parties et Christine a demandé à la plus vieille, qui s'appelle Rose, si elle voulait venir faire du babysitting le vendredi suivant à la maison. Rose a accepté. Pendant que Christine était à la maison, Peter, Sibylle et les 4 adolescentes et le chien de Peter sont allés au centre commercial pour aller acheter les mocassins. Après les magasins, les filles n'avaient pas trouvé les mocassins qu'elle cherchait, sont allés manger, puis Peter avait comme un rendez-vous avec un contracteur, puis finalement, toute la gang est rentrée à la maison un peu après 16 heures. Viveka et Christine ont préparé le souper pendant que Peter il nettoyait la piscine. Il voulait aussi essayer de réparer la porte du garage, ça fonctionnait pas, il a demandé de l'aide à Christine, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, Peter, il y avait comme des agents immobiliers, des collègues qui devaient passer à la maison, lui donner des papiers. Finalement, les collègues sont restés pour un cocktail. Mais c'est une journée assez normale, il n'y avait rien d'extraordinaire qui s'est passé. À 18h30, les collègues de Peter sont partis et toute la gang s'est mise à table pour souper. Sibylle se rappelle que Christine semblait fatiguée, elle se plaignait d'un mal de dos. Pendant le souper, les adolescentes disaient qu'elles étaient déçues de ne pas avoir acheté de mocassins, qu'elles auraient vraiment aimé en acheter durant leur voyage. Et là, Sibylle a juste répondu « Ben là, les filles, tant pis, on a fait les magasins, on n'en a pas trouvé. On y retournera pas, les magasins vont fermer. » Et Peter, il a dit « Ah, ben, tu sais, si vous voulez, moi, je peux vous accompagner, ça me ferait plaisir. » Puis il a dit « Ah, par la même occasion, je vais acheter un petit cadeau à Christine parce qu'il y avait comme un anniversaire qui s'en venait. » Donc, c'était ça le plan. Il soupait, il allait au magasin 1 heure ou 2, faire des dernières courses pour finalement rentrer à la maison. Christine a demandé « Hey, est-ce que vous préférez prendre le dessert avant? » Mais Peter a dit « Non, un bon dessert, ça doit être savouré. On doit pas le manger de manière pressée. » Donc il a dit « On va aller au magasin avant la fermeture, on va revenir. On va prendre un café et le dessert tout ensemble. Et pendant ce temps-là, Christine, toi, tu peux coucher Andrea. » Bref, je vous donne tous ces détails-là. Vous devez vous dire, ouais, il me semble qu'il y a beaucoup de détails. C'est quand même important. Puis aussi, la nuance ici qui est très importante, c'est que c'est les adolescentes qui ont insisté pour retourner au magasin et ils ont demandé à Peter d'y aller. Il a accepté. Et c'est pas lui qui a imposé ça, t'sais. C'était pas prévu, c'était comme quelque chose de spontané qui s'est passé. Les adolescentes ont dit « Hey, on veut retourner au magasin. » Peter, il a dit « Ben, venez avec moi, c'est bon, on y va. » Et là, ça, je le dis, là, ben, je le précise parce que c'est vraiment important pour le reste. À 19h45, le jardinier s'est présenté chez les démetteurs pour faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire vaporiser d'un spray les mauvaises herbes. Normalement, là, ce qu'il faisait, c'est qu'il entrait dans le garage, il prenait une petite clé cachée et pouvait ensuite entrer dans le jardin, ensuite en déverrouillant la clôture. Donc la propriété des démetteurs est entourée d'une clôture très haute, donc il fallait absolument la clé pour pouvoir y entrer. Mais là, étrangement, pour la première fois, la clé n'était pas à sa place. Mais c'est à ce moment-là que Peter est sorti de la maison, puis il a croisé le jardinier, puis il avait comme oublié qu'il venait cette journée-là, puis il a dit « Ah, écoute, peux-tu revenir une autre journée parce que j'ai 8 invités à la maison? » Je comprends, ça peut paraître louche quand on va connaître la suite, mais en même temps, le spray pour mauvaises herbes, ça sent vraiment mauvais, puis c'est une odeur très forte qui dure comme une journée, donc on peut comprendre là, qu'ils veuillent pas ça dans sa maison la journée qu'il y a de la visite chez eux. Peter amenait son chien avec eux pour aller faire les courses au centre commercial. Christine, elle a dit « T'amènes vraiment ton chien avec toi encore? » Puis Peter, il a dit « Ben oui, pourquoi pas? » Pour lui, c'était vraiment naturel parce qu'il amenait son chien partout.
Il était exactement 20h15 quand Peter s'est stationné dans le parking du Yorkdale Shopping Mall et que tout le monde est sorti pour faire des courses de dernière minute. Pendant que les filles sont parties chercher des mocassins, Peter et Viveka sont allés dans le magasin Burke's pour que Peter achète un cadeau à Christine, puis il voulait comme l'opinion de Viveka sur le cadeau qu'il voulait acheter. Évidemment, il est arrivé pour rentrer avec son chien, les chiens ne sont pas acceptés chez Burke's, fait qu'il a dit « Ok, je reviens », il est allé le porter dans la voiture, ça a pris comme 5-10 minutes, et ensuite il est allé acheter le cadeau de Christine. Pendant les courses, Peter a reçu un appel. C'était Christine au bout du fil. Et là, il s'est approché de Viveka puis il a dit genre « Hey, Christine veut dire quelque chose. » Et ensuite, Christine a passé le téléphone à la petite Andrea qui disait « Allô, maman et moi, on a hâte que vous rentriez à la maison. » Et Viveka a juste ri. Elle a dit « Oui, oui, inquiète pas, on rentre bientôt. » Elle a raccroché et là, il était 20h35. À 21h15, tout le monde avait fini ses courses, donc ils ont rentré à la maison. Et à 21h45, ils étaient exactement devant la maison. Ils ont ouvert le garage et là, vous connaissez la suite. Je vais vous lire le témoignage du sergent détective John Forbes du département de police de Mississauga sur la scène de crime. En entrant dans le garage, j'ai remarqué qu'il y avait le corps d'une femme face contre le sol sur le plancher de béton du garage. Ses pieds pointaient au nord et sa tête vers le sud. Ses mains étaient pliées sous sa poitrine, non visibles. Elle portait une longue jaquette brune jusqu'aux chevilles et des pantoufles argent. Il y en avait encore une sur son pied droit et l'autre sur le sol à l'ouest de son pied gauche. En examinant de proche, j'ai pu observer qu'elle portait un bas de bikini avec des points noirs et bruns. Le bas de bikini est en bonne condition et placé sur ses hanches. Elle ne portait pas de brassière. La jaquette qu'elle portait avait le dos ouvert et était attachée derrière son cou. En examinant le corps, j'ai pu noter qu'elle avait plusieurs petits bleus sur ses 2 cuisses, ses 2 tibias et son genou droit. Il y avait une large blessure massive sur son crâne. C'était apparent que de la matière cérébrale avait émergé de sa blessure au crâne. La Cadillac dans le stationnement était toute éclaboussée de sang qui coulait jusqu'à 2 grosses mares de sang dans le garage. Et les cheveux de la victime étaient comme tous emmêlés avec des caillots de sang et des bouts de cerveau. Et à l'intérieur de la maison, il y avait la petite Andrea de 3 ans et demi en pyjama qui regardait sagement la télévision sans savoir ce qui venait de se passer. L'appel 911 est entré à exactement 21h51, donc tout de suite après la découverte du corps. Au bout du fil, il y avait un homme avec un accent très prononcé qui parlait avec urgence d'un accident dans son garage et d'une femme qui saignait profusément. Ceci dit, quand l'opérateur 911 posait des questions à cet homme, il répondait vraiment d'une manière très calme, concise, claire, comme professionnelle. Très vite, les policiers sont envoyés sur les lieux avec une note PAS, donc Possible Attempted Suicide, donc tentative de suicide possible. C'est le détective Billy Taggart qui s'est présenté sur les lieux en premier. Et la première chose qu'il a remarqué, c'est les 2 grosses flaques de sang qui s'accumulaient dans le garage. La couleur était rouge vif, donc ça venait de se passer, là. Selon son expérience, on parle de quelques minutes avant que le corps soit découvert. Toujours selon son expérience, à première vue comme ça, c'était clair pour lui qu'il ne s'agissait pas d'un suicide ni d'un accident, mais bien d'un meurtre. Son crâne était comme trop blessé violemment et profondément pour que ça soit une simple chute. En fait, si ça avait été un accident puis qu'elle était tombée puis elle s'était frappée la tête, il aurait fallu comme que sa tête frappe, bounce comme ça à 7 reprises sur le sol pour avoir ce type de blessure. On s'entend, c'est impossible. Dès le départ, le mari est toujours, souvent, le suspect normal. C'est souvent vers lui qu'on va se tourner en premier lieu. Et dans ce cas-ci, la réaction de Peter, c'est comme si ça n'aidait pas du tout à calmer les doutes. Peter était très très calme, mais aussi comme
irrité par la situation. C'est comme si la présence des policiers sur les lieux le dérangeait. C'est comme s'il était sur la défensive, il était agressif. Il s'attendait tellement à être suspecté qu'il se défendait déjà et bien longtemps avant qu'il soit considéré comme un suspect officiel. Et les policiers l'observaient, puis Peter, il parlait à Sybil, puis il faisait comme une position, tu sais, les bras tendus de même, il pliait les jambes comme s'il était en train de montrer à Sybil que Christine était probablement tombée lors d'une chute, sûrement qu'elle avait essayé d'attraper quelque chose dans le haut du garage, puis elle était tombée. C'est comme si, déjà, il expliquait qu'il s'agissait d'une chute, alors que clairement, c'était pas ça. Apparemment que Peter a même fait cette démonstration-là à plusieurs reprises, toujours en présence des policiers, mais jamais directement à eux. C'est comme s'il voulait diriger l'enquête un peu, peut-être les influencer, mais sinon, il avait pas l'air du tout d'avoir pleuré ou de vouloir pleurer, comme s'il était pas affecté du tout par la mort de sa femme. En même temps, il était probablement en état de choc, mais il était pas comme touché, c'est comme s'il essayait tout de suite de se défendre. Même quand le policier a demandé à Peter de l'accompagner au poste de police, ce qui est très normal, là, Peter a immédiatement demandé s'il était en état d'arrestation. En route vers le poste de police, le policier commençait déjà à poser des questions à Peter, comme par exemple si tout allait bien dans leur mariage. Lui et Christine, et il a vraiment été honnête depuis le départ. T'sais, il a dit « Écoute, ça fait 6 ans et demi qu'on est ensemble, et effectivement, depuis quelque temps, on a commencé à s'éloigner. » Il a précisé qu'il n'y avait rien de violent, mais c'était plus comme un sentiment partagé. Et il a quand même pris le temps de mentionner aux policiers que le matin même, Christine et lui avaient eu des relations sexuelles. Ce qui est quand même bizarre à dire quand ta femme vient de mourir. C'est important de dire ça? Et au poste de police, il a aussi mentionné qu'il venait tout juste de prendre des assurances-vie sur la vie de sa femme. Il aurait même précisé le montant. Encore une fois, c'est un commentaire assez particulier quand ta femme est morte dans la même heure, là. Vers minuit, les policiers se sont enfin assis avec Peter pour lui poser des questions. Il a tout de suite demandé s'il devait se prendre un avocat. Mais il a parlé que ça allait pas très bien, leur relation, effectivement. Il y avait eu plusieurs disputes dans les derniers temps, mais que le matin même, il avait fait l'amour. Encore une fois, il le redit. Et en parlant, quand les policiers ont réalisé que Peter était à 35 km de la maison au moment du meurtre, ils se sont comme calmés puis ont dit « Ok, c'est peut-être pas lui le coupable, dans le fond. » Donc, ils l'ont relâché. Et même qu'apparemment, le ton des policiers a vraiment changé quand ils ont appris que Peter n'était pas sur les lieux du crime. Elles sont tout de suite devenues comme plus empathiques. Les enquêteurs ont ensuite essayé de parler à la petite Andrea pour voir si elle avait vu ou entendu quelque chose. Mais, tu sais, à 3 ans, c'est vraiment difficile, c'était pas clair. Tu sais, elle a parlé d'une sonnette qui a sonné. Mais les démetteurs n'avaient pas de sonnette d'entrée, donc peut-être qu'elle parlait du téléphone, mais on sait pas. Puis en même temps, elle avait quand même de la difficulté à s'exprimer parce que Christine lui parlait toujours en allemand à la maison. Donc Andrea parlait pas vraiment anglais, là, tu sais, peut-être quelques mots, mais c'était pas sa langue maternelle finalement. Quand on a eu le rapport d'autopsie, ça a quand même été plus révélateur sur ce qui s'est passé la soirée du 18 juillet. On a pu confirmer que Christine avait reçu au moins 7 coups à la tête, 6 sur un côté et 1 de l'autre. Elle a été frappée avec un objet quelconque. Elle avait aussi une grosse coupure au pouce droit, donc probablement qu'elle l'a reçue en essayant de se défendre. Il n'y avait rien qui laissait croire qu'elle aurait été agressée sexuellement. Elle avait effectivement quelques bleus sur les cuisses, mais c'était peut-être apparu après sa mort comme une décoloration post-mortem. Elle avait aussi un œil au beurre noir causé par une hémorragie interne. Donc si on excluait l'agression sexuelle comme hypothèse, il restait le cambriolage, mais la maison et le garage étaient en parfait état. Il n'y a rien qui avait été volé, il n'y avait eu aucun signe d'entrée par effraction. Donc là, on peut se poser la question, pourquoi Christine Demeter a été tuée? Et surtout, par qui? Évidemment, on va parler du mari, Peter Demeter. Est-ce qu'il y aurait eu une raison de tuer sa femme? Bon, il n'y a jamais de raison. Est-ce qu'il y aurait eu un motif, plutôt, pour tuer sa femme? Et effectivement, en analysant toute la situation, on peut se poser des questions sur le couple qui n'allait
pas si bien que ça. Étrangement, Peter s'était beaucoup confié à la petite Viveka de 16 ans, donc sa nièce, la journée qu'ils avaient passée ensemble du 18 juillet. Il lui a dit que quelques mois plus tôt, Christine et lui étaient allés en vacances à Acapulco, puis que ça s'était pas vraiment bien passé, ils s'étaient emmerdés tout le long, puis que leur mariage allait pas bien. Il a aussi parlé un peu de son passé, que quand il a rencontré Christine, en fait, il était déjà amoureux d'une autre femme à Vienne. Il parle de Marina. Et il a aussi dit que son premier amour, soit Marina, était allé à Montréal quelques semaines plus tôt et que c'était lui qui avait payé pour son billet d'avion. Il a continué à se confier à Viveka. Il a dit que Marina et lui avaient passé 5 jours ensemble, que ça s'était très bien passé, mais il était toujours un peu stressé de se faire surprendre. Je pense à ça, c'est quand même une grosse confession à faire à genre pas exactement ta nièce, une jeune fille de 16 ans. Il me semble que là, tu te confies que tu as été infidèle avec ta femme pis tout, je sais pas. J'ai trouvé ça quand même bizarre. Et justement, parlons-en de Marina, parce que depuis sa rupture avec elle et sa rencontre avec Christine, il a jamais vraiment arrêté de penser à elle. Bon, c'est sûr qu'avec le déménagement, la compagnie, son mariage, son enfant, il a été capable de résister à toute tentation d'écrire à Marina, son ex. Ceci dit, à l'automne 1970, donc au 25e anniversaire de Marina, Peter lui a envoyé 25 roses, ce qui évidemment l'a beaucoup touché. Pour le remercier, elle a écrit à Peter en retour, elle lui a écrit une lettre, et environ un mois plus tard, à sa grande surprise, Peter l'a recontacté à nouveau en lui envoyant un sac à main en peau de crocodile pour Noël. Finalement, à l'été 1971, Peter a comme continué dans les grands gestes en envoyant un bracelet en or à son ex, à Marina. En fait, il avait acheté ce bracelet-là pour Christine. Elle l'avait pas aimé, fait qu'il l'avait envoyé à son ex. Quand il l'a reçu, Marina a envoyé une lettre à Peter disant qu'il avait pas vraiment raison de lui envoyer ce genre de cadeau parce que c'était un homme marié. Peter a ignoré ce message et il a envoyé un chèque à Marina pour Noël. Dans le livre, là, on voit qu'il y a plusieurs extraits des lettres qui s'envoyaient. Là, c'était pas nécessaire de les mettre ici. Mais par exemple, on sait qu'en décembre 1972, Marina a envoyé une lettre à Peter, puis ça commençait par « mon amour ». Il s'écrivait vraiment des mots d'amour. C'est quand même bizarre parce que c'est comme... Aujourd'hui, à l'ère des médias sociaux, quand ton ou ta partenaire écrit à un autre gars, moi, je considère que c'est trompé. Mais là, c'était des lettres. C'est comme la même chose. C'est comme envoyer un DM, mais finalement, c'est des lettres. Bref, je sais pas à quoi Peter pensait en entretenant ce genre de relation avec Marina. C'est sûr, il était plus heureux avec Christine, ça marchait plus. Mais d'un autre côté, je pense qu'il se disait que s'il divorçait Christine, ben, il perdrait beaucoup d'argent parce qu'il devrait lui donner la moitié de ses biens, là. Fait que sûrement que la question du divorce était hors de question. Je pense qu'il se disait probablement que c'était beaucoup plus facile pour lui de tromper sa femme que de la divorcer. La relation entre Peter et Marina a quand même continué d'évoluer, mais à distance, malgré qu'il y avait beaucoup de up and down, là. C'était pas une relation stable, c'était une relation comme passionnelle, d'adultère, mais c'était pas facile. Le 16 avril 1973, Marina a écrit une lettre à Peter en lui disant qu'elle avait rencontré un homme avec qui elle voulait se marier. Et c'est là que Peter a paniqué, il a appelé Marina puis il a dit « Ok, il faut vraiment qu'on se voit, il faut qu'on s'arrange pour se voir puis qu'on arrête de juste s'écrire des lettres. » Ensuite, il a envoyé une lettre d'amour à Marina en lui disant que c'était décidé, le 4 juin, il allait se voir et il lui a joint un chèque de 750 $ pour payer pour son billet d'avion pour venir au Canada. Et ce qui est étrange ici, encore une fois, c'est que oui, Peter trompait sa femme, mais il était pas capable de garder ça pour lui. C'est comme s'il avait besoin d'en parler à tout le monde. Il l'a dit à son bon ami Leslie Wagner, il l'a dit à son ami Chaba, à son cousin, à la femme de son cousin Gigi, et même la femme de ménage était au courant, là. Tu sais, c'est quand même... c'est particulier, là. Le temps venu, un peu avant le 4 juin, Peter a dit à sa femme qu'elle allait passer une semaine à Montréal parce qu'il avait besoin de temps pour lui. Évidemment, il lui a pas dit qu'il allait la tromper,
Mais Christine a quand même trouvé ça louche, là, tu sais, puis moi aussi je trouverais ça bizarre. La veille de son départ, Christine a fouillé dans les affaires de Peter et elle a trouvé un reçu d'hôtel pour 2 personnes. Elle a confronté Peter, il y a eu une grosse dispute, mais ça n'a rien changé. Peter est quand même allé rejoindre Marina à Montréal. Pendant ce temps-là, Christine a appelé un enquêteur privé pour faire suivre son mari à Montréal, qui lui a recommandé de se prendre un avocat. Elle avait rendez-vous avec lui le 11 juin, mais finalement, elle s'est pas présentée puis elle n'a pas refait d'appel de ce type-là. L'amie de Christine, Judy, se rappelle qu'une fois, Christine est allée lui rendre visite puis elle était en colère, hystérique et même effrayée. Puis elle lui a dit « Écoute, moi j'ai regardé dans tous les papiers de Peter, j'ai regardé toutes ses transactions, puis j'en ai assez, j'ai assez de documents pour envoyer mon mari 15 ans en prison. » Et elle a même dit qu'elle savait que pour cette raison, son mari n'allait jamais la divorcer, mais qu'elle allait essayer de se débarrasser d'elle d'une autre façon. Et elle arrêtait pas de pleurer de manière hystérique, puis elle arrêtait pas de dire genre « Tu vas voir, ils vont se débarrasser de moi, ils vont réussir à se débarrasser de moi. » Ce qui est quand même terrifiant quand on connaît la suite de l'histoire. En passant, c'était pas la première fois que Christine faisait ce type de remarques. Le 1er mai, Christine a envoyé une lettre à ses parents où elle a écrit, et je cite, « Je me sens up and down ces jours-ci. Parfois, j'ai cette terrible anxiété de ne pas vivre longtemps. J'ai hâte d'en parler longuement avec maman quand elle va venir me rendre visite. Peut-être que tout ça est aussi juste mon imagination qui me joue des tours. J'essaie d'être positive et de passer par-dessus cette peur, mais parfois, c'est trop pour moi. » Pendant ce temps-là, Peter vivait une semaine de rêve et de romance avec sa maîtresse. Ils ont logé à l'hôtel Bonaventure à Montréal. Ensuite, ils ont conduit jusqu'au Château Frontenac à Québec. Et ensuite, ils sont allés au Château Laurier à Ottawa. Et dans les derniers jours, ils sont retournés à Toronto, où ils ont rendu visite aux cousins de Peter, Steven, avec qui ils ont pris des cocktails. Ils jouent quand même avec le feu pour aller parader sa maîtresse dans sa famille à Toronto, où vit sa femme, là. Lors d'une visite aux chutes Niagara, apparemment que Peter et Marina ont parlé d'un éventuel divorce de Peter. Et selon Marina, elle était sûre que ça allait se produire, là. C'était comme un fait accompli que Peter allait laisser sa femme pour elle. Finalement, le 12 juin, Peter est allé reconduire Marina à l'aéroport pour qu'elle rentre chez elle avec la promesse de la revoir prochainement. Et là, c'était beau, la belle semaine de romance et d'amour, mais le plus difficile s'en venait parce qu'il devait rentrer à la maison et confronter sa femme qui avait entre-temps trouvé toutes les lettres d'amour entre Peter et Marina. Donc, elle l'a confronté. Et Peter n'a pas essayé de nier quoi que ce soit. Il lui a dit « Écoute, en 6 ans et demi, j'ai jamais eu d'indiscrétion, j'ai jamais flirté avec une autre femme. » Fait que, en gros, ce qu'il lui disait, c'est « T'endures ça ou tu quittes. C'est toi qui choisis. » Et étonnamment, après cette dispute, il y a comme eu un gros changement qui s'est produit dans le couple. Juste le jour suivant, Christine s'est réveillée, elle était de bonne humeur, amoureuse, elle cuisinait les plats préférés de Peter. Et entre les deux, ça allait vraiment mieux. T'sais, il y a eu une belle amélioration au niveau du couple après cette grosse dispute-là. Ils ont organisé des soupers, ils sont allés danser ensemble. Leur couple allait vraiment mieux que jamais. Ils s'embrassaient en public, ils se disaient des belles choses. C'est comme si l'adultère les avait comme un peu rapprochés. Marina, de son côté, elle continuait à envoyer des lettres à Peter tout le mois de juin. Elle n'a jamais reçu de réponse et Peter l'a dit plus tard que durant ce mois-là, il se posait beaucoup de questions sur ses sentiments envers Marina, mais aussi sur ses 2 relations. Finalement, le 9 juillet, il a répondu à Marina, il lui a dit d'être patiente et qu'il arrangerait tout, mais qu'il voulait rien précipiter, qu'il voulait se divorcer de manière amicale, sans dispute. Et finalement, les 2 amants avaient prévu se revoir le 26 juillet. Bien sûr, en connaissant toute cette situation-là, ça regarde pas bien parce que ça arrive souvent que quand un homme va avoir une maîtresse, donc il va avoir une relation extra-conjugale, il va tuer sa femme parce qu'il voit pas d'autre issue pour s'en sortir.
Donc, il va décider de tuer sa femme. Là, j'explique pas ce geste-là, on s'entend. J'essaie juste de dire que malheureusement, cette situation arrive beaucoup trop souvent. Juste, genre, de même, là, en pensant vite, Chris Watts, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, définitivement, la relation de Peter et Marina était un bon motif pour accuser Peter de meurtre. En fait, c'est pas mal un classique dans les situations de féminicide, malheureusement. Un autre motif, c'était les assurances. Parce que Peter et Christine avaient tous les deux une police d'assurance de 1 million de dollars, ce qui est énormément d'argent. Encore une fois, encore plus en 1973. Bien sûr, les enquêteurs n'étaient pas dupes, ils étaient au courant de tout ça. Ils ont décidé de faire de la surveillance sur les lignes téléphoniques de Peter, soit de l'écouter contre son gré. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que si Christine était morte l'année suivante, donc en 1974, il aurait fallu que les enquêteurs obtiennent un mandat d'un juge pour pouvoir écouter les lignes téléphoniques de Peter, parce que c'est quand même, on s'entend, une grosse invasion de la vie privée. Mais en 1973, il n'y avait pas vraiment de règles, il n'y avait pas besoin de mandat. Surtout qu'à ce stade-ci, on s'entend, Peter, il n'y a aucune raison vraiment d'être coupable, à part peut-être le motif, mais il n'y a aucune preuve contre lui. Fait que c'est quand même, au niveau éthique, là, c'est pas très... c'est pas souhaitable, là, mais c'est ça, en 73, c'était permis de faire ça sans mandat. À part ça, bien sûr, tous les amis de Peter ont été interviewés, sa maison a été fouillée de fond en comble, tous ses dossiers et ses documents de sa business ont été analysés. Et à ce stade-ci, Peter s'était engagé un très bon avocat, Joe Pomerant, qui avait formellement interdit à Peter de parler aux policiers. Mais de son côté, Pomerant, l'avocat, lui, il gardait quand même une bonne relation avec les policiers. Il communiquait, il répondait à leurs questions, il les tenait au courant de la situation, il gardait contact, là, même si Peter répondait pas aux questions, ben son avocat se chargeait de maintenir cette belle relation avec les policiers. Puis on va le dire, Peter était comme un peu all over the place, là, il savait comme pas où donner de la tête, il inventait des affaires, il donnait des drôles d'informations à son avocat. Par exemple, il a dit qu'il avait trouvé des photos, sûrement des Polaroids, des photos de Christine à moitié nue dans son garde-robe, ce qui voulait dire qu'elle avait un amant. Mais quand son avocat lui a demandé de lui fournir ces photos en question, il les trouvait plus. Sinon, apparemment que Peter aurait reçu un appel d'un homme qui avait un accent d'immigrant prononcé, là, ça c'est dire à lui, et qui aurait dit au téléphone « La prochaine, c'est ta fille ». Fait qu'il a dit ça, mais en même temps, les policiers, ils écoutaient sa ligne 24 heures sur 24, puis ils ont vu que Peter n'a jamais reçu ce type d'appel. C'est comme si Peter voulait vraiment tromper l'enquête, l'amener dans une autre direction. Anyways, à ce stade-ci, pour les enquêteurs, la question n'était plus « Est-ce que Peter est coupable? Sinon, comment on va démontrer qu'il est coupable? » Le 17 août 1973, donc presque exactement un mois après la mort de Christine, son mari a officiellement été arrêté pour meurtre. Et désormais, le meurtre de Christine Demeter faisait la une dans tous les journaux de Toronto. Je vais quand même prendre un moment pour vous parler de Chaba. J'ai même consacré une partie dans la vidéo parce que c'est quand même quelqu'un d'important dans cette histoire-là. Chaba Siladi, c'est un Autrichien qui est un bon ami de Peter depuis très longtemps. Peter considère Chaba vraiment comme son protégé, il en prend bien soin. Et Chaba, en retour, lui, il rend des services à Peter. Quand Chaba est arrivé au Canada, il a vécu 18 mois chez Peter et Christine, ce qui est énorme, là. C'est 1 an et demi chez des gens, en tout cas moi, 1 an et demi, un cousin là, qui vivrait ici, ça serait vraiment l'enfer. Mais de ce que j'ai lu, c'est assez commun chez les Européens, mais il y a beaucoup d'Européens qui me suivent, là, peut-être qu'ils vont pouvoir me dire. Peut-être c'était différent à l'époque, peut-être qu'à cette époque-là, c'était plus commun, mais c'était quelque chose qui se faisait, là. Donc, quand t'avais des amis ou de la famille qui venaient dans ton pays, ils restaient chez toi automatiquement. Je crois que c'est un peu moins comme ça en Amérique du Nord, là. Pour 1 ou 2 journées, oui, mais genre 1 an et demi, là, c'est quand même beaucoup. Fait que je pense que c'est pour ça un peu que Peter et Christine avaient comme
toujours de la visite à la maison. Donc Chaba a vécu chez Peter et Christine du printemps 1969 à l'automne 1970. Il ne payait rien dans la maison, donc pas de loyer, pas de nourriture, pas de service. Mais il aidait un peu, là, mais pas vraiment. Mais tu sais, parfois, il aidait à tondre le gazon ou à sortir les poubelles, mais c'est vraiment tout. Ceci dit, c'était comme devenu un peu un membre de la famille. Même Christine et Chaba passaient beaucoup de temps ensemble, ils étaient proches, et c'était pas mal le seul homme de qui Peter n'était pas jaloux du tout. Là. Il savait qu'il se passait rien entre Christine et Chaba. Toutefois, quand Andrea est née, Peter trouvait pas qu'elle lui ressemblait, puis il est comme devenu paranoïaque avec ça, et il pensait pas que c'était sa fille biologique. Et en fait, il a commencé à se poser des questions si Christine l'avait pas trompé avec Chaba, et finalement, Andrea, c'était la fille biologique de Chaba. Et je crois que justement, ces doutes-là sont vraiment venus envenimer la relation entre Peter et son protégé. Donc, ce que Peter a fait, c'est que tranquillement, il a commencé à demander à Chaba de contribuer dans la maison, mais il savait que Chaba n'avait pas vraiment les moyens. C'était comme un peu contradictoire parce que Peter aimait avoir Chaba à la maison près de lui, mais ça le fâchait vraiment au niveau monétaire, genre qu'il y ait un freeloader, là, quelqu'un qui vit chez toi sans aider à payer. Puis, bon, on veut pas une personne de plus dans une maison, mais ça ajoute des coûts. Et là, plus le temps avançait, plus la relation devenait un peu awkward entre les deux hommes. Fait que Chaba a fini par déménager et les deux hommes ont arrêté de se parler pendant 2 ans. Je dirais que c'est en 1973 que les deux hommes ont comme recommencer à se parler, à se côtoyer. Puis on peut comprendre aussi leur éloignement. Tu sais, après avoir vécu autant de temps avec une personne, des fois, tu as besoin de ton espace avec cette personne-là. Puis aussi, Peter, il devenait de plus en plus un homme avec beaucoup de succès, financièrement, au niveau social et tout. Et Chaba était un livreur de pizza. Il n'y a rien de mal à ça, c'est juste que les modes de vie étaient très différents. Et pourquoi je vous parle de Chaba, en fait, c'est qu'il jouait un rôle très important dans l'enquête pour le meurtre de Christine Demeter. En fait, écoutez ça, Chaba, l'ami de Peter de très longue date, il a accepté de porter un micro caché durant les funérailles pour enregistrer sa conversation avec Peter en espérant qu'il avoue le meurtre. Donc, durant les funérailles et quelques fois après, Chaba enregistrait ses conversations à la demande des enquêteurs, là, enregistrer ses conversations avec Peter. Et là, je vais vous épargner les transcripts parce que, premièrement, il faudrait tout que j'ai traduit en français, ça me dérangerait pas. Mais il y a rien qui est dit, il y a rien de révélateur qui a été dit dans ces conversations-là. Souvent aussi, les enregistrements sont inaudibles, donc on n'entend pas bien. C'est vraiment pas des enregistrements pertinents. En plus de ça, la conversation est entièrement en hongrois. Là, elle a été traduite en anglais pour le livre. Mais c'est jamais parfait quand tu traduis d'une langue à l'autre. Il y a des expressions qui sont pas pareilles, des intonations qui sont différentes. Aussi, par enregistrement, tu vois pas la personne quand elle parle. Puis si tu traduis en anglais, la signification est différente. Mais pour les policiers, ces conversations-là, malgré l'ambiguïté des conversations, c'était des preuves suffisantes pour arrêter Peter. Quand Peter a enfin été chargé pour le meurtre de sa femme, le meurtre de Christine Demeter est devenu l'une des affaires les plus médiatisées de l'époque. Là. Non seulement au Canada, mais le meurtre faisait aussi la une dans les journaux en Allemagne, en Autriche et aux États-Unis. Et ça choquait les gens parce que Peter avait payé sa caution, donc il pouvait continuer à être libre, à faire son marché, à promener son chien, à travailler. Donc, il continuait à vivre sa vie un peu comme si rien n'était, toujours en vivant dans la maison où sa femme avait été brutalement assassinée quelques mois auparavant. Sinon, il y a un événement pas relié qui est arrivé. Mais j'ai comme pas le choix de vous en parler parce que les personnes impliquées dans cet événement vont avoir un lien avec tout ce qui va se passer par la suite. Donc, le 29 août, 5 semaines après le meurtre de Christine, il y a eu une fusillade dans un secteur de Toronto appelé la Petite Hongrie. Donc, ça a commencé assez soft, là. La police s'est mise à suivre une voiture, une Chevrolet, qui avait tourné à gauche dans une rue où c'était pas permis. Rien de grave, là. Mais là, le conducteur de la Chevrolet
a essayé de s'enfuir de la police, fait qu'il y a comme une grosse chasse à l'homme qui s'en est suivie. Finalement, la Chevrolet s'est stationnée, l'homme est sorti, il est parti en courant, il a sorti une arme à feu, il a tiré sur les policiers et la police a fini par tirer sur le conducteur de la Chevrolet qui est mort. Bref, ça a été quand même une grosse affaire et les policiers ont réussi à retrouver l'identité de l'homme qu'ils venaient de tuer. Un homme qui s'appelait Laszlo Epper, donc un Hongrois qui faisait partie de la mafia hongroise et qui était déjà recherché par la police pour des charges de vol, de possession d'objets volés et d'entrée par effraction. Il était déjà allé plusieurs fois en prison depuis son arrivée au Canada, et là, durant son dernier séjour en prison, il avait réussi à s'enfuir, là. Fait que c'était vraiment un homme recherché activement par la police. En fait, c'était dans les hommes les plus recherchés par la GRC au moment des faits, fait qu'on peut comprendre pourquoi il s'est enfui de la police quand il allait se faire arrêter pour une simple... un tournage à gauche qui était pas censé faire, on s'entend. Mais ce qui est intriguant ici, c'est qu'en fouillant la maison de cet homme-là, en plus de trouver plusieurs armes à feu, une bombe, des cagoules, les policiers ont trouvé un petit papier déchiré avec 2 noms inscrits dessus. Peter Demeter, Eden ACR Associates, donc le nom de la compagnie de Peter, et puis Police Superintendent William Tegart, donc l'enquêteur dans l'affaire du meurtre de Christine. Fait qu'il y avait ces 2 noms-là sur le papier. Peter et l'enquêteur dans le meurtre de Christine. Pourquoi? Donc, on peut se demander c'est qui cet homme-là et pourquoi il serait impliqué dans le meurtre de Christine. Donc, on va reparler de tout ça, de toute la mafia hongroise tantôt. C'est un petit avant-goût. Maintenant, on va passer à la partie suivante. L'enquête préliminaire a eu lieu en janvier 1974 et pour vous dire un peu c'est quoi une enquête préliminaire, c'est une audience qui a lieu avant le procès où le juge va déterminer s'il y a assez de preuves contre l'accusé pour poursuivre vers un procès officiel. Et à ce stade-ci, comme preuve contre Peter Demeter, les policiers avaient pas mal juste les enregistrements des micros cachés, ce qui était rien, là. Puis je vous le dis, là, j'aurais aimé là, tout vous retranscrire ce qui est dit, mais il y a rien. Donc, Chaba a quand même témoigné durant cette audience préliminaire et je vais vous dire ce qu'il a dit. Selon lui, Peter lui aurait dit à quelques reprises qu'il voulait assassiner Christine et apparemment qu'il en aurait parlé à plusieurs reprises. Et toutes les fois qu'il en parlait, les 2 hommes ensemble essayaient de trouver la meilleure technique pour éliminer Christine. Mais ça fait quand même longtemps là, de ça, tu sais. Le meurtre est arrivé en 73, mais les fois qu'il en aurait parlé, c'était en 68. Ça fait quand même un petit bout de temps. Ça aurait été quand même ridicule parce que ça faisait juste 1 an que Christine et Peter s'étaient rencontrés. Ils venaient tout juste de se marier. Ils étaient encore dans le honeymoon phase, là, la phase de la lune de miel. Donc pourquoi Peter voudrait tuer Christine? Bon, c'est pas impossible, mais c'est un peu ridicule. Mais apparemment, c'est ça que les 2 hommes auraient vraiment exploré toutes les techniques, hypothèses, scénarios pour tuer Christine, donc la lancer en bas d'un building, couper les freins de sa voiture, tirer sur Christine pendant un faux cambriolage, l'électrocuter pendant qu'elle nage dans la piscine. Je sais pas à quel point tout ça est vrai, mais selon Chaba, il aurait pensé à 8-9 scénarios possibles comment tuer Christine, ce qui est vraiment dark. Mais ça veut rien dire. Tu sais, moi, je pourrais, avec ma meilleure amie, dire « OK, comment qu'on tue Bob? Bon, on va l'empoisonner, Bon, je pense pas à tuer mon mari, soit dit en passant, mais ça peut être une conversation que tu peux avoir, ça peut être de l'humour noir. Tu sais, je veux dire, c'est louche, là, surtout si on sait que Christine est morte puis que Peter était peut-être violent, c'est très louche. Mais en même temps, tu peux pas arrêter quelqu'un et le charger pour meurtre puis le déclarer coupable à cause d'un témoignage d'un dude random, là, tu sais. Et c'est intéressant tout ça parce que, je répète, cette conversation-là que Peter aurait voulu tuer Christine en 1968, quand il venait tout juste de se marier, est-ce que ça a du sens? Ben, pas vraiment, parce que Peter n'avait pas repris contact avec Marina, donc il n'y avait pas vraiment de motif de maîtresse là-dedans, puis il n'y avait pas non plus d'assurance vie
sur Christine encore. Donc, ça aurait été quoi sa motivation à tuer sa nouvelle femme de qui il est amoureux, finalement? Et selon les procureurs, ben, ces deux motifs-là auraient poussé Peter à tuer sa femme. Fait que, tu sais, t'as deux motifs, mais ton témoignage, ça vient pas concorder avec les motifs que t'essaies de pousser durant l'enquête. Je sais pas si vous me suivez. Donc oui, c'est possible que Peter dise vouloir tuer sa femme, mais ça veut pas dire qu'il le fait, fait que c'est une preuve circonstancielle. Puis aussi, c'est le témoignage de Chaba, sans preuve. Il pourrait vraiment tout inventer. Fait que c'est pas vraiment une preuve, ce témoignage-là. Mais malgré tout ça, le juge a déterminé qu'il y avait assez de preuves pour aller en procès. Mais avant de continuer, je veux vraiment parler de l'enquête policière qui a pas été non plus la meilleure. C'est comme si ils savaient pas vraiment où ni sur qui enquêter. Ça allait un peu dans toutes les directions, puis c'est là que je vous conseille vraiment de bien suivre, là, parce qu'il va y avoir quand même des personnages intéressants qui vont entrer en compte, là, avec des noms particuliers. Les enquêteurs avaient vraiment comme un coupable en tête, donc il y avait une vision tunnel, puis ils n'ont pas cherché ailleurs, puis ils ont plutôt tenté de fabriquer ou de s'imaginer des preuves autour de Peter. Un bon exemple de ça, c'est Marina qui a été arrêtée une semaine après les meurtres, alors qu'elle était à Vienne. Elle a été arrêtée par la police parce que, écoutez bien ça, Peter et Marina se parlaient au téléphone. Évidemment, les policiers entendaient tout ce qui se disait et durant la conversation, Peter a demandé à Marina d'aller à une certaine adresse à Vienne pour donner à une personne hongroise 1300 shillings. Mais les policiers ont jamais fait la conversion dans leur tête. C'est combien 1300 shillings? Fait que pour eux, 1300 shillings, ils s'imaginaient que c'était beaucoup d'argent et que c'était probablement même la paye d'un tueur à gages. Fait que là, eux, ils s'imaginaient un tueur à gages. Fait que là, Peter appelle Marina qui va payer cette personne-là, tu sais. Puis là, ils avaient tout fait un gros scénario. Les policiers sont vraiment vérifié leur scénario. Et finalement, quand ils ont fait la conversion, mais ils ont réalisé que 1300 shillings, je sais pas si je l'ai dit bien, mais shilling, c'était 60 $ canadiens. Et en fait, cette personne hongroise à qui Peter donnait de l'argent, c'était un membre de sa famille qui avait besoin d'argent, tout simplement. Donc l'arrestation de Marina non fondée, ben ça vient vraiment prouver que les policiers savaient pas trop où donner de la tête, savaient pas vraiment où enquêter. Puis ça rend ça un petit peu moins sérieux, je trouve. Et Marina est finalement retournée au Canada chez Peter au printemps 1974. Mais là, évidemment, à son plus grand désarroi, c'était plus la même relation passionnelle enflammée avec Peter. Là, tout avait changé. Peter était déprimé, il passait ses journées au lit, il prenait plus soin de lui, il perdait des contrats à gauche et à droite, ses avocats lui coûtaient une fortune, il avait perdu beaucoup d'amis suite au décès de sa femme, mais aussi vu qu'il était suspecté dans le meurtre. Fait que c'était vraiment plus la vie des gens riches et célèbres que Marina s'attendait à vivre à Toronto avec Peter. Là. C'était comme juste un petit reality check. Écoute, ton nouveau chum, là, sa femme vient d'être assassinée, c'est probablement lui le tueur. T'sais. Donc pour revenir à Peter, il a plaidé non coupable pour le meurtre de sa femme et il y avait vraiment comme une équipe d'avocats du tonnerre pour justement le procès. Le procès de la Cour suprême du Canada versus Demeter a commencé en 1974 et ce fut l'un des plus longs procès dans l'histoire du Canada. Il y avait comme avocat Edward Greenspan et Joe Pomerant. Et je répète à ce stade-ci encore une fois, les seules preuves que les procureurs ont contre Peter, c'est les enregistrements avec les micros cachés et le témoignage de Chaba. Ils n'ont rien d'autre contre Peter. Fait que j'imagine que les avocats de la défense à ce stade-ci devaient se dire hey, écoute, c'est gagné d'avance, ils n'ont aucune preuve contre notre client. Joe Pomerant, l'avocat de Peter, a vraiment essayé d'argumenter pour que les enregistrements des micros cachés n'aient pas lieu d'être en cours, donc qu'ils soient pas utilisés comme des preuves pour 3 raisons, là, je vais vous les dire. Ben, la fiabilité des enregistrements, donc ça arrivait vraiment souvent qu'on n'entendait pas bien la phrase parce que, par exemple, il y a un camion qui passait au même moment, fait qu'on n'entendait rien. Aussi, ben, c'est de l'hongrois à l'anglais, donc parfois les expressions et les mots sont différents. Donc, un jury peut pas nécessairement déceler cette barrière de langage, là. Tu sais, c'est pas facile de traduire, puis souvent, le sens
le sens en entier va se perdre. 2, il y a des enregistrements qui ont carrément été effacés par les policiers car ils jugeaient qu'ils n'étaient pas importants, donc clairement ça vient compromettre l'intégrité de ces enregistrements en question. Et 3, finalement, depuis les moments que les enregistrements ont été faits, la loi a changé. Donc, cette méthode n'était plus légale au moment du procès. En fait, oui, c'était légal, mais comme je vous ai dit, les policiers n'avaient pas obtenu de mandat. Et en 1974, maintenant, il y avait une règle qu'il fallait obtenir un mandat. Malgré tous ces excellents points, je juge, là, qu'ils sont très excellents, les enregistrements ont été admis en cours. Et du côté des avocats de la défense, eux, leur défense, c'était un peu de démontrer l'enquête défaillante des policiers, la mauvaise enquête qu'ils ont fait. Par exemple, la maison des Demeter n'a jamais été fouillée, analysée pour des empreintes digitales et toute la rue et le boisé autour de la maison n'ont jamais été fouillés pour trouver des indices ou des preuves quelconques, ou même le tueur, tu sais, la soirée du meurtre de Christine, ils n'ont jamais regardé dans les forêts autour, ou même dans la rue, où ils n'ont pas fait du porte-à-porte pour essayer de trouver « Hey, avez-vous entendu quelque chose? Avez-vous vu quelque chose? Est-ce qu'il y a un tueur au large? » Tu sais, ils n'ont jamais vraiment vérifié cette possibilité, ils ont juste concentré toute leur attention sur Peter. Donc, j'espère que vous êtes encore intéressés par cette affaire parce que là, c'est vraiment la partie la plus importante, mais aussi la plus mélangeante qui arrive. Là, je vais vraiment prendre mon temps pour expliquer. Je vais peut-être lire des parties. Tu sais, je vous m'en garde. Moi, j'avais vraiment été mélangée. J'ai même fait un schéma là, pour tout comprendre. J'ai éliminé certains personnages qui, je jugeais, n'avaient pas vraiment... Ça venait juste trop mélanger encore plus. Donc, vous vous rappelez que je vous ai parlé d'un gars de la mafia hongroise qui avait un papier avec le nom de Peter Demeter dans ses dossiers. Donc, clairement, Peter n'était pas si clean que ça si il connaissait du monde dans la mafia hongroise et même s'il faisait affaire avec du monde dans la mafia hongroise. Bon, c'est ce que ça insinue. Mais c'est loin d'être tout. Donc là, je vais vous parler d'un homme du nom de Ferenc Stark, qui est un plombier hongrois qui avait déménagé à Toronto en 1967. Et Stark, cet homme-là en question, avait une histoire très très intéressante à raconter à l'avocat de Peter. Écoutez bien ça. Donc en 1971 ou 1972, il est pas sûr, mais tu sais, on parle d'une année ou deux avant le meurtre de Christine. Il faisait des travaux dans la maison voisine des Demeter. En fait, c'était pas la maison où ils vivaient en ce moment, c'était leur ancienne maison, leur maison de l'époque, mais il faisait des travaux dans la maison voisine. Donc, il travaillait et à un moment, la voisine lui a fait un signe de la main pour qu'il se parle au-dessus de la clôture. La voisine étant Christine Demeter, qu'il ne connaissait pas, mais il l'avait juste vue une fois avant ça. Elle a demandé à ce fameux Ferenc Stark s'il était intéressé à ce qu'ils fassent de la business ensemble. Elle lui a pas donné plus de détails, mais ils se sont quand même donné rendez-vous le lendemain pour qu'elle lui parle de ses plans. Le jour suivant, comme prévu, Stark et Christine se sont vus. Elle lui a juste demandé si Stark accepterait de lui vendre sa carabine. Stark lui a demandé pourquoi elle voulait une carabine. Elle n'a pas répondu, elle a juste insisté pour lui acheter sa carabine. Mais aussi, écoutez ça, elle lui a demandé de mentir et dire qu'il était avec Chaba, donc un genre d'alibi. Et elle a dit qu'elle le paierait 3000 $ pour ça. Stark a refusé et il est parti. Fine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire grand-chose. Mais on peut se poser des questions. Pourquoi Christine voulait une arme à feu? Est-ce qu'elle aussi, elle trempe dans quelque chose d'illégal? Pourquoi elle voulait un alibi en lien avec Chaba? Mais aussi, ça peut nous dire que le témoignage de Chaba n'est pas vraiment... Il est à prendre avec un grain de sel, disons. Donc maintenant, on va laisser Stark de côté, OK? Stark, on le laisse de côté et on va passer à un autre homme du nom de Monsieur X. OK? Le 1er octobre, la police a reçu un appel de Monsieur X qui était reconnu comme étant une snitch du crime organisé hongrois à Toronto. Tu sais, c'est assez niche, mais c'est un gars qui était reconnu par les policiers. Il leur donnait quand même des informations pertinentes qui les aidaient dans leurs enquêtes. Et dans son passé, il avait donné beaucoup de tips à la police. Il y avait toujours des informations privilégiées qui s'avéraient très importantes. Cette fois-ci,
L'information qu'il avait à donner aux policiers, c'était que le tueur de Christine Demeter était un homme nommé Katcha, mais surnommé The Duck. Et The Duck, là, son nom c'est Katcha, mais il est surnommé The Duck, donc le canard. Okay? The Duck, il vivait à Toronto à quelque part avec sa femme et son enfant. Donc c'est tout ce que Monsieur X savait, puis c'est tout ce qu'il a dit aux policiers. Mais c'est quand même très intéressant parce que là, c'est comme la première piste qu'on a en dehors de Peter. Là. OK, il y a peut-être quelqu'un d'autre d'impliqué finalement. Finalement, 2 semaines plus tard, The Duck a été retrouvé et son vrai nom était Imre Olenjik. Là, je suis pas sûre de le prononcer bien. Mais on va continuer à l'appeler The Duck, sinon ça va être trop mélangeant. Donc les enquêteurs ont retrouvé l'identité de cet homme-là, ils ont retrouvé où il habitait, donc ils se sont rendus chez The Duck, qui vivait plus là, mais sa femme, Maria, vivait encore là. J'espère que vous me suivez, là. Déjà là, je trouve ça mélangeant. Mais selon Maria, c'est un homme qui était assez violent, puis il avait eu plusieurs emplois illégaux. Et Maria, qui est la femme de The Duck, mais elle vit plus là. Elle a quand même beaucoup parlé aux enquêteurs, là. Elle a beaucoup collaboré. Et elle se rappelle d'une journée de printemps en 1973. Elle est plus sûre de la date, mais elle se rappelle que son mari, The Duck, est rentré à la maison en panique. Il a fait ses valises et il a dit qu'il devait quitter le pays maintenant. Il a remis à Maria un genre de rouleau avec des papiers. Il a dit qu'il y avait de l'argent à l'intérieur, puis il a dit « Tu caches ça jusqu'à mon retour ». Il a ensuite dit qu'il avait reçu cet argent-là parce que, je cite, « Un homme millionnaire voulait qu'il batte sa belle femme autrichienne ». Et là, ce que le doc a fait, c'est qu'il a pris l'argent, mais il n'a pas respecté son contrat. Donc, il a comme été engagé comme tueur à gage, mais il n'a pas fait le meurtre, il a juste pris l'argent. Et apparemment que The Duck avait fait affaire avec un homme du nom de Frankie. Fait que c'est Frankie qui l'aura engagé parce qu'un millionnaire qui voulait battre sa belle-femme autrichienne, OK? Fait que c'est comme, il y a plusieurs personnes impliquées, disons. Après le départ de son mari, en mai-juin, Maria a commencé à recevoir des appels anonymes très menaçants qui lui faisaient peur puis qui lui disaient des choses comme « Si tu nous dis pas où est ton mari, ça va être ta fille qui va être en danger. » Finalement, durant cette rencontre avec les enquêteurs, Maria a sorti les rouleaux de papier qu'elle avait cachés pour les montrer aux enquêteurs. Et écoutez bien ça, les rouleaux de papier, c'est en fait des dessins d'architectes. Le designer était Leslie Wagner, donc l'architecte et bon ami de Peter, et la compagnie qui effectuait ces travaux était Eden Gardens Limited, et le nom du président était bien inscrit sur les dessins Peter Demeter. Wow, donc définitivement, ça relie le témoignage de Monsieur X au doc, de Doc, qui est le témoignage de Maria. Fait que finalement, ce que The Duck a dit sur Peter, ça relie tout le monde ensemble. Je sais pas si vous me suivez. C'est vraiment immense tout ça, parce que ça implique Peter avec une histoire de tueur à gages, là. Puis Maria avait aussi la carte d'affaires du fameux Frankie avec qui son mari avait fait affaire. Et sur la carte se trouvait le nom de Ferenc Balint Stark. Stark, que je vous ai parlé au début, le plombier à qui Christine lui avait demandé de lui vendre sa carabine. Fait que comme vous voyez, c'est assez fou parce que tout est relié. Après ça, ça n'a pas été long que Stark a été arrêté et en moins de 2 heures, il a tout avoué. Il n'a pas confessé le meurtre de Christine Demeter, mais plutôt, il avait élaboré un plan pour frauder Peter Demeter, et voici l'histoire qu'il a racontée aux policiers. Écoutez bien ça. Donc en 1972, il n'est pas sûr de la date, mais il pense que c'est à peu près 6 mois après sa rencontre avec Christine, quand elle lui a demandé de lui vendre son arme. Peter Demeter a appelé Stark parce qu'il voulait voir une maison sur laquelle Stark y travaillait, mais avant d'y aller, il a dit « Hey, viens me rejoindre chez nous, je suis toute seule, faut que je te parle. »
Peter a demandé à Stark s'il connaissait quelqu'un pour faire une job spéciale, entre guillemets. Stark se rappelle pas de tout exactement, mais Peter lui disait qu'il voulait qu'un accident arrive. Il n'a pas donné plus de détails. Il a commencé à parler de sa femme, il a dit qu'il croyait que sa femme le trompait, qu'il était malheureux. C'est pas mal tout ce qu'il a dit, puis après ça, Stark est reparti. Stark trouvait ça vraiment bizarre que et Christine et Peter l'avaient contacté pour lui parler d'histoires d'accidents, d'armes à feu, d'alibi, alors qu'en réalité, il connaissait pas vraiment, là. Au final, c'était juste un plombier, il était pas tant impliqué dans le monde criminel, puis il voulait pas s'en mêler du tout, il voulait juste oublier ça, il voulait pas s'en mêler, mais Peter arrêtait pas de l'appeler et d'insister, puis il lui disait « Trouve-moi quelqu'un pour m'aider, je sais que tu peux m'aider. » Finalement, pour s'en débarrasser, Stark a promis à Peter qu'il allait trouver quelqu'un pour l'aider à réaliser son job spécial. Finalement, en cherchant dans son entourage, il a rencontré The Duck. Et au mois de mars 1973, Stark a mis The Duck en contact avec Peter pour que les deux hommes se rencontrent dans une propriété abandonnée à Toronto. Et le plan, c'était que Peter remette à The Duck un rouleau de papier d'architecte avec l'argent à l'intérieur pour que le Duck fasse la job. Et c'est là que Peter aurait demandé à The Duck, il voulait qu'il pousse une personne en bas des escaliers dans sa maison. Il voulait qu'il s'assure que la personne ne se relève pas et que tout ça ait absolument l'air d'un accident. Le Duck a accepté, il s'est fait payer et c'est pas mal là qu'il est parti sans respecter son contrat. En fait, il a changé de pays puis il s'est caché de Peter. Donc, autrement dit, il a fraudé Peter. Et ça, Stark le savait. Il savait qu'en mettant The Duck en contact avec Peter, il allait avoir une histoire de fraude. Il savait que The Duck était pas capable de tuer quelqu'un. Il savait que ça allait pas se réaliser. Donc, le Duck s'est enfui, il est parti vivre en Hongrie, en fait. Puis Peter l'a pas cherché plus longtemps. Donc, finalement, tout ce plan d'accident orchestré est comme mort dans l'œuf. Fait que c'est toute une histoire, et pour les enquêteurs, c'était une réelle mine d'or parce qu'ils pouvaient carrément prouver que Peter était le coupable, en fait, qui voulait faire tuer sa femme. T'sais, tout ce témoignage-là est réel. Mais du côté de la défense, c'est quand même venu leur donner un peu de jus. T'sais. Donc, oui, toute cette histoire-là semble réelle, fine, mais là, ils ont inversé le scénario. Et si c'était pas Peter qui avait demandé à un tueur à gages de tuer Christine, ici, c'était plutôt l'inverse. Ici, c'était Christine qui avait fait appel à un tueur à gages pour tuer son mari, Peter. Et si Christine avait manigancé des trucs avec des personnes peu recommandables et finalement, elle s'était mise dans le pétrin parce qu'elle les a pas payés, parce qu'elle a rementi, peut-être qu'elle s'est mise dans la merde puis finalement, ça s'est retourné contre elle, t'sais. Rappelez-vous qu'elle cherchait une arme à feu et un alibi, t'sais, c'est très louche, ça prouve rien. Mais on peut quand même remettre en question la culpabilité de Peter. Et écoutez ça, en fouillant dans les journaux intimes de Christine et ses notes personnelles, les avocats de Peter ont trouvé le nom d'un certain Jimmy Orr. Et en fait, Jimmy Orr, c'est un nom que The Duck utilisait parfois. Donc, il utilisait pas son vrai nom. T'sais, il utilisait The Duck, il utilisait un autre surnom, il utilisait jamais son vrai nom, mais il utilisait parfois le nom Jimmy Orr, qui était dans les journaux intimes de Christine. Donc, on peut vraiment se demander pourquoi Christine avait ce nom-là dans ses notes. Est-ce qu'elle avait fait affaire avec The Duck qui s'était présenté comme étant Jimmy Orr? Vraiment, tout est connecté dans cette histoire-là. On achève, là, inquiétez-vous pas, mais je dois revenir à Monsieur X qui avait de nouvelles informations à donner aux policiers, apparemment qui se rappelait de nouvelles affaires. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout est inventé? On ne sait pas. Mais le vrai nom de Monsieur X était en fait Julius Norman Virag. Et Virag, son nom de famille, ça veut dire fleur en hongrois. Donc, il se faisait appeler Flower. Okay? Fait que Monsieur X est rendu Flower. Donc, Flower rencontrait la police pour leur raconter son histoire. Le 18 juillet 1973, soit la journée du meurtre de Christine, et Flower est sûr de cette journée-là parce que c'est la journée qui s'est fait déporter des États-Unis. Bon. En atterrissant à Toronto, il s'est tout de suite dirigé vers les courses à chevaux pour parier de l'argent
à Toronto. Donc, Flower est arrivé aux courses à 13h30 et il a croisé un gars qu'il connaissait déjà, nommé The Doc. Donc, le Doc semblait vraiment heureux, il était de bonne humeur, il dépensait plein d'argent, puis il a même montré à Flower une pile de 50$ en disant qu'il avait gagné cet argent-là en jouant aux cartes, mais Flower savait que clairement, il mentait. Le lendemain, le 19 juillet, Flower a rencontré The Doc, encore une fois par hasard. Mais là, The Doc avait vraiment changé, il était super déprimé, puis a avoué quelque chose de terrible à Flower. Et je cite, « On a fait l'affaire la plus terrible et stupide. On a tué la femme de Déméter. » Et Flower savait vraiment de quoi il parlait parce que c'était déjà dans les journaux le lendemain du meurtre. Apparemment, qu'il y avait été 3 personnes pour faire la job. Ils ont foutu le bordel dans le garage et qu'il s'est fait 10 000$ pour cette job. Et pas longtemps après cette conversation, le Doc est parti. Encore une fois, c'est un témoignage vraiment fou qui est arrivé comme ça en cours, OK? Ça prouve la culpabilité de Peter, mais là, durant le procès, malheureusement, je dis malheureusement pour une justice équitable, l'avocat de Peter n'avait pas vraiment eu ces informations avant. Il a pas eu vraiment le temps de lui faire un contre-interrogatoire parce qu'il avait pas eu ces informations-là à temps. C'était vraiment dernière minute, tous ces nouveaux témoignages, ces nouvelles pistes-là. Mais aussi, on peut se demander pourquoi ça a pris 1 mois à Flower de se rappeler de cette information assez importante. C'est pas quelque chose que tu oublies, mais aussi, est-ce que ça a un lien avec la récompense de 2000$ qui est offerte? On peut se poser cette question légitime. Mais aussi, un truc que personne n'a vérifié au moment du procès, puis ça a été vérifié plus tard, c'est que la journée du 18 juillet 1973, les courses de chevaux n'étaient pas ouvertes. Fait qu'il n'y en avait pas cette journée-là. Est-ce que son témoignage est vrai? Est-ce qu'il a tout inventé? Est-ce qu'il s'est trompé de date? C'est quand même intéressant. Un autre couple qui a témoigné durant le procès, c'était le couple Link, Magda et Laszlo, des amis du couple de Maria et de Doc. Et apparemment que c'était Laszlo qui avait reconduit de Doc en panique à l'aéroport là, quand il voulait fuir justement Peter Déméter. Et après la disparition de Doc, le couple Link a été approché par différents hommes qui cherchaient de Doc. Il y a un des hommes qui leur a même laissé sa carte d'affaires, Stark Construction, et a offert 10% au couple Link pour l'aider à trouver de Doc. Même que le jour suivant, il y a un autre homme qui les a approchés. Lui aussi, il cherchait de Doc. Et durant le procès, le couple, à la barre, ils se sont fait demander c'est qui l'homme qui t'a approché, puis ils ont juste pointé Peter Déméter. Donc ça a été très déterminant pour le jury durant le procès parce que c'était plus comme le témoignage de Stark contre celui de Déméter, mais aussi ça impliquait maintenant d'autres personnes. Et ces personnes-là, par exemple les couples qui ont été interrogés, il y avait comme aucune raison de mentir. Maintenant, on va passer à la partie 9, soit le verdict. Finalement, la défense a terminé le procès en soulevant d'importantes questions qui n'ont jamais été répondues. Tu sais, si on repense à la soirée du meurtre de Christine et genre les adolescentes qui voulaient aller s'acheter des mocassins au centre commercial, c'était vraiment improvisé, c'était spontané, c'était pas prévu dans l'horaire parce qu'il avait prévu souper, manger le dessert. Puis c'est les adolescentes qui ont demandé à Peter de les amener au centre commercial et il a accepté. Fait que ça, c'est quand même une question qui n'a jamais été répondue parce que si Peter avait prévu qu'un tueur à gages vienne tuer sa femme, ben il aurait pas fait ça avec la visite à la maison. Fait que c'est pas lui qui avait prévu partir de la maison pour laisser Christine toute seule, ça s'est fait comme naturellement. Je sais pas si vous comprenez, mais ça, c'est une grosse question à se poser qui moi, vient vraiment me perturber puis remettre en doute un peu tout ce témoignage-là. Aussi, on peut penser à la visite des collègues de Peter avant le souper. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a des collègues de Peter qui se sont présentés chez lui pour lui remettre des papiers, puis ils ont décidé de rester, de prendre un cocktail. Finalement, le cocktail a un peu duré, puis ils ont soupé plus tard. Mais si il était pas resté pour prendre un verre, toute la famille aurait soupé plus tôt. Il aurait peut-être pris le dessert plus tôt. Il serait peut-être allé plus tôt au centre commercial, peut-être qu'il serait pas allé. Bref,
c'est des petits détails, mais l'horaire était pas coulé dans le béton. Fait que comment il pouvait savoir que quelqu'un allait rentrer puis tuer Christine au moment qu'il était pas là? Donc, clairement, Peter ne pouvait pas prévoir que sa femme se ferait tuer cette soirée-là, puis il pouvait pas prévoir que toute la gang serait absente. Puis s'il avait prévu faire tuer sa femme cette soirée-là, je doute fortement qu'il aurait laissé sa fille aussi dans la maison cette soirée-là, probablement qu'il aurait amené sa fille avec lui au centre commercial. Bref, je sais pas pour vous, mais je trouve cette histoire-là très complexe. C'est ce qui la rend intéressante. Tu sais, je suis pas mal sûre que c'est Peter le coupable. Je crois que c'est probablement lui qui l'a fait, mais j'arrive pas à être sûre à 100%. Aussi, juste vous dire que The Doc n'a jamais été retrouvé par la police et on a appris qu'il était mort en Hongrie en 1975. Mais encore là, est-ce que c'est vrai ou est-ce que orchestrer sa mort, tu sais, ça... Je pense qu'il aurait le pouvoir de faire ça, mais il n'a jamais été retrouvé. Et finalement, le 4 décembre, il y a un verdict qui a été rendu. Ce fut la délibération la plus courte par rapport à un procès aussi long. Fait que ça vient entrer dans les archives, là. Peter Demeter a été reconnu coupable du meurtre de sa femme Christine Demeter et il a été condamné à la prison à vie. Il pouvait faire un appel 10 ans plus tard, soit en 1984, à l'âge de 51 ans, mais son appel a été rejeté. Et là, ce qui m'a vraiment fait douter, c'est la suite. En 1983, alors que Peter vivait en genre de maison de transition, il a été chargé pour avoir planifié le kidnapping du fils de son cousin, autrement dit son propre neveu. Son cousin qui avait maintenant la garde à temps plein de sa fille Andrea. Donc, il planifiait le kidnapping de son neveu pour faire de l'argent, donc faire une demande de rançon, et ensuite le tuer. Et en 1985, il a été reconnu coupable pour le plan du kidnapping et condamné à la prison à vie pour une deuxième fois. Fait que, wow! Clairement, c'est un gars qui a de la facilité à planifier un meurtre et d'engager du monde pour le faire. T'sais, là, je trouve que ça nous donne un bon indice. Maintenant, écoutez ça, en 1988, il a été chargé pour avoir planifié le kidnapping de la fille de son avocat. Et là, ça va pas. Il a reçu 2 autres sentences de prison à vie supplémentaires. Fait que là, ça fait 3 fois qu'il planifie kidnapper un enfant contre de l'argent. Je sais pas pour vous, mais moi, ça a comme... là, ça m'a convaincue. Aujourd'hui, Peter Demeter est toujours en vie, il est toujours en prison, il a maintenant 91 ans. Il a souffert d'un AVC, il a eu plusieurs traitements de chimio et en 2019, il a fait une nouvelle demande d'appel qui a été refusée. Tu sais, en lisant cette histoire, j'étais vraiment pas sûre, puis je crois pas que c'était une bonne personne. Je pense pas que Peter Demeter c'était une bonne personne. Je pense pas que c'était un bon mari. Il était pas fin. Une fois en présence de ses beaux-parents, en présence des parents de Christine, il avait dit que s'il mourait un jour, il allait tout léguer à son chien, ensuite à sa fille et ensuite à sa femme. Ok, c'est peut-être une joke, c'est peut-être de l'humour noir, mais c'est méchant, c'est mesquin de dire ça. Quand Christine est morte, il parlait de la scène de crime et il a dit à des proches à lui que il savait pas que Christine avait autant de cerveau parce qu'il y avait des bouts de cerveau par terre, puis il a dit « Ah, je savais pas que ma femme avait autant de cervelle. » Mais quel idiot! C'est dégueulasse, ce genre de commentaires-là. Il rabaissait toujours Christine, il riait d'elle. Tu sais, encore là, ça fait pas de lui un tueur. C'est pas une preuve en soi. C'est un hostie de trou de cul. Ça veut pas dire que c'est un assassin, mais c'est un trou de cul, puis c'est ça. C'était pas une bonne personne. Il mérite de pourrir en prison. Puis je sais pas si c'est résolu à 100% cette histoire-là. On n'a pas le fond des choses. C'est pas clair. Mais je pense que c'est probablement lui qui le fait. Donc, je vous recommande vraiment le livre, là, si ça vous intéresse d'en savoir plus. C'est toute l'histoire de la mafia hongroise aussi. Ça entre vraiment dans les détails. J'ai trouvé ça super bon. C'est toujours bon d'encourager les auteurs, même plusieurs années après la sortie des livres. Ça doit leur faire plaisir quand ils voient que leurs livres se vendent encore. Bref. Puis je tiens à nommer mes sources. Aussi, je vais mettre tout ça dans la barre d'infos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo longue. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire mes recherches, à écrire le script, puis je sais pas pour vous, j'ai l'impression que toute cette histoire, on a tellement été embarqué justement dans le crime organisé, dans Peter, dans l'enquête, qu'on a perdu de vue un peu Christine, puis sa fille qui est maintenant orpheline, tu sais, puis que
elle quand même était dans la même maison que sa mère s'est fait assassiner en même temps. Je suis sûre que ça lui a causé des dommages permanents, un traumatisme. Fait que c'est des histoires comme ça, je trouve que c'est important d'en parler, même si ça fait longtemps, parce que c'est important de raconter l'histoire de ces gens-là, de ces victimes-là. Fait que laissez-moi un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre. Il y en a beaucoup qui me regardent puis qui me suivent pas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est toujours apprécié. Et sinon, n'oubliez pas de garder l'œil vert. Over and out.